Il y a eu aussi quelque chose d'important dans l'histoire politique allemande, c'est les gens de la 4e internationale. Surtout à leur tête, un certain monsieur qui s'appelait Jungklaas. Alors c'était vraiment la cheville ouvrière de cette aide. Et il utilisait tout le réseau qu'avait la 4e internationale à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale. D'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, au début, on parlait de cette usine d'armement de Kenitra, elle a été l'œuvre du service algérien du MAG, de Bossouf, mais aussi une grande figure de ses soutiens qui étaient aux Pays-Bas, c'était Raptis, un certain Pueblo. Alors lui, c'est un monsieur qui est un grec né à Alexandrie, expulsé en France en 1936, qui travaille dans la 4e internationale. Il était l'un des fondateurs de la reconstitution de la 4e internationale, proche de Trotsky, etc. Et qui se retrouve un peu dans tous ces réseaux. Et toutes les ramifications qu'avait la 4e internationale, il les mettra au service. Alors, il y a une histoire un peu très policière, ça fait un peu roman policier, parce que Raptis Pueblo essayait de monter une fabrication de faux billets, de francs français en nord d'Allemagne. Mais elle a été vendue, et ça a échoué. Il a coupé de 2 ans de prison. Voilà. Mais on dit que le FLN n'était pas tellement d'accord avec cette tentative de fabrication qui était amorale en quelque sorte pour la cause. Et justement, dans ça, il y a le fameux congrès du syndicat libre américain qui était, on dit, qu'il était derrière la création même de l'UGTA, qui a aidé énormément la création de l'UGTA à Alger en 1956, et dont le représentant à Alger, un certain Erwin Brown, se fait expulser. Et dans le cadre du CISL, c'est comme ça que ce congrès s'appelle. Et dans tous les forums et dans toutes les résolutions, dès le début, il prenait fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie. Et d'ailleurs, ce congrès a énormément aidé John Kennedy dans ses déclarations. Et je crois qu'ils l'ont même aidé au niveau de son élection. D'ailleurs, Kennedy a réitéré ces positions-là, ce n'est pas des faits uniquement électoraux, mais il a réitéré son engagement, même après son élection, en président. Ce qu'on appelle la Fédération communiste libertaire, ils connaîtront plusieurs procès, et ils ne peuvent pas se relever, ils étaient endettés, le parti était dissous, mais les individus sont restés, ils ont activé dans le d'autres réseaux. Mais dans le mouvement... oui, le socialisme, le barbarie, Claude Lefort et Castoriadis, c'est après, mais moi j'ai cherché dans la littérature pour trouver leur prise de position, parce qu'eux, on voit un peu dos à dos l'État colonial et les nationalistes algériens ne trouvaient pas que l'engagement du FLN était assez à gauche. Parce que de l'autre côté, le FLN, c'est-à-dire d'une manière un peu remarquable, a joué à l'équilibriste pour ratisser un peu large, de ne pas choquer ni le monde, qu'on appelle le monde libre, ni le monde communiste. Ils ne pouvaient pas se permettre justement de s'engager dans un camp au détriment d'un autre, parce que ça risquait justement d'affaiblir ses soutiens. Et Castoriadis et Claude Lefort, les deux têtes de socialisme et barbarie, eux avaient cette position un peu ambiguë. Mais dans le mouvement libertaire ou l'extrême gauche, c'est pour la 4e internationale, alors le mouvement français s'est scindé en deux. Il y a le PSI, qui
c'était le Parti socialiste internationaliste, alors avec la tendance Franck et Pueblo Raptis, qui lui a pris fait et cause pour la cause FLN. Il y a la tendance lambériste qui, elle, prenait fait et cause pour le MNA, et qui voyait dans la personnalité de Messali, c'est la figure bolchevique par excellence, et l'ont soutenu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais pour les FCL, ils avaient une attitude un peu plus neutre. Ils disaient, voilà, nous aidons le peuple algérien et nous n'aidons pas les partis. Et ils avaient un grand correspondant, c'était Dohan, quelqu'un de la Fédération anarchiste internationale, qui activait pour eux à Alger. C'était un peu l'intermédiaire. Voilà, c'est un peu en gros, je parlais de la presse, mais il y avait aussi, à côté des revues, les journaux, il y avait aussi l'édition. Je ne peux pas parler de Maspero, de Jérôme Lina, voilà, encore une autre fois, comme je vous parlais de ce passé de résistant, Vercors, qui était lui le dessinateur de l'emblème des éditions de Minuit, hein, qui était d'ailleurs la publication des textes censurés, et François Maspero, ce jeune libraire du quartier latin, c'est dommage, son librairie n'existe plus. Hein. Il a été pillé. Ah oui, plastiqué, parce qu'il y a... oui. Il y a aussi, j'ai oublié, j'ai fait une omission, mais quelque chose de très très important dans l'histoire de ces soutiens. Il y a ce qu'on appelait les amis de la rue des frères, c'est-à-dire la rue Saint-Benoît. Pourquoi cette appellation? C'est là où habitait Marguerite Duras, et là où se réunissaient Edgar Morin, Mascolo, comment on appelle, Blanchot, je crois aussi, beaucoup d'intellectuels qui étaient un peu les premiers dissidents du Parti communiste français. Ils contestaient justement la première. Il était derrière aussi cette fameuse réunion dans la rue Wagram, le comité contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord. Et ils étaient aussi derrière la rédaction du manifeste des 121. Et c'était d'ailleurs de belles choses. Mascolo, après, il y a Antelme aussi, qui était de grande figure aussi de la résistance et d'anciens déportés, qui revient des camps de concentration complètement brisés. Il a de très beaux écrits. Et il était partie prenante, lui, Adamov aussi, j'ai oublié, dans les soutiens en France. Mais il y a aussi, après, il y a la revue La Voix communiste, qui était la revue avec Blumenthal, etc., Félix Guattari. C'était carrément un réseau à part par rapport aux autres réseaux, Janson, Le Curiel. Parce que, par la qualité de ses écrits, parce que, premièrement, et par la qualité de son père, des gens qui traversaient les dissidents issus de la cellule شوفوني يا ناس